Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bienvenue dans Destin de Femmes, l'émission qui donne la parole à celles dont le parcours éclair, questionne et bouleverse. Aujourd'hui, nous recevons Annick Thérèse, écrivaine, peintre, femme de mémoire et de transmission. Née à Tunis, dans une famille séfarade, Annick a traversé des drames et sublimé des absences, la mort brutale de sa sœur, la figure inoubliable de sa mère, les ruptures, les exils intimes. Tout cela, finalement, amène à une œuvre à la fois littéraire et picturale. Vous allez le voir, elle écrit comme on respire pour ne pas assombrer, ne pas oublier, peint comme on pense Zeppelin. Et à travers ces romans marqués par l'identité, la perte de la quête de soi, elle construit un univers sensible et universel. Aujourd'hui, elle est là et elle nous raconte. Annick Thérèse, bonjour. Bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Destin de Femmes. Alors, vous êtes née à Tunis. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Presque aucun. En fait, j'ai pas du tout aimé mon enfance, je déteste ça en général. Mais de Tunis, rien, puisque je suis partie très, très enfant. De mon enfance à Montrouge, l'avenue Verdier, les bâtiments rouges, beaucoup de solitude. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être une femme séfarade aujourd'hui? Bah, justement, je sais pas. Parce que, être une femme séfarade, c'est évidemment être née dans un pays séfarade, dans un pays du Maghreb. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être née dans un pays du Maghreb? C'est une grosse question parce que plus personne ne sait y répondre. Mais vous? Ben, je me sens pas vraiment séfarade, je me sens une femme qui a traversé, la Méditerranée, comme beaucoup d'autres, comme plein d'autres et Vous vous souvenez de votre arrivée à Paris, par exemple? oui, c'était en avion, et par un monsieur qui nous a emmenés, ma sœur et moi et j'ai vu en rentrant, ma mère avec des bottines et j'avais 3 ans, je crois, un truc comme ça. J'avais jamais vu de ma vie des Des bottines. chaussures comme ça? Ouais, c'est la seule chose dont je me souviens très bien. Alors, votre mère, on en parlait, la langue de votre mère avec ses expressions comme Mabrouk, hein, qui résonnent dans tous vos textes. Comment votre enfance multilingue a-t-elle façonné votre rapport à l'écriture? Bah, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais pas prévu d'être, écrivain puisque j'ai fait des études aux beaux-arts et ensuite j'ai travaillé dans le cinéma, donc j'ai pas du tout prévu d'être écrivain et quand j'ai perdu ma sœur alors que j'étais vraiment très, très jeune, bah, j'ai écrit et j'ai donné ces quelques feuilles à Arthur Comte qui était ministre à l'époque. Pas ministre d'ailleurs, il avait quitté, il était, enfin vous savez qui est Arthur Comte. C'est mon père qui lui avait donné et il m'a dit: «Continue, je crois que tu as une plume». Bah, du coup, j'ai pris cette plume et j'ai continué. Et pour votre famille, qu'est-ce que la Tunisie représentait? Bah, la Tunisie, bah, c'était des jours heureux et je crois que ma mère me dit qu'elle a été heureuse en Tunisie. Il paraît que les gens étaient très heureux. Enfin, nous on était juifs donc on est toujours juifs, mais les juifs en Tunisie étaient, jusqu'en 1964-63, je sais plus, 65, ces années-là, étaient heureux, surtout quand Bourguiba, qui est un ami de mon grand-père en plus, est arrivé au pouvoir. Il a donné un vent de liberté absolument inouï en Tunisie et je me souviens, il y avait des photos de Bourguiba chez mes grands-parents. Mmh. Et est-ce que cet exil qui finalement, est symbolique, ça vous a construit? Ben, on se construit, plutôt, pas par les pays, par les endroits, pas par ce qu'on quitte, on se construit par ce qu'on trouve et ce qui m'a construit, c'est la France, l'amour de la France. Mes parents nous ont élevés comme ça, ma sœur et moi. Heu, on était, dans un pays qui nous accueillait, qu'on respectait et donc c'est plutôt la France qui m'a construite. Oui. Votre mère, Alice Pariante, surnommée Reine, qui occupe une place centrale, hein, dans vos livres. Ben, c'était une personnalité alors, vous parlez de destin de femme, j'ai l'impression, je pourrais dire avec un culot monstre, dire qu'elle a inventé le féminisme. C'est quelqu'un qui, se baladait en bikini, sur les plages de Tunis, fin des années 50. Enfin, c'est quelqu'un qui avait une liberté, qui a monté une société en Tunisie alors qu'elle avait 25 ans, qui prenait des cours de tout, qui mangeait la vie, en fait. Ouais.
D'ailleurs, c'est pour ça que je pensais pas que le livre que j'ai écrit sur elle allait avoir cet impact sur les femmes, au point où je me souviens un jour de Joyce Jonathan qui a traversé un lobby d'hôtel pour me dire: «Vous êtes Madame Carthage». Parce que ma mère a fait cette liberté qui se parle aux jeunes aujourd'hui. Mais quelle femme était-elle au quotidien? Elle cuisinait? C'était une maman Non, aimante? non, Pas du tout? non. Parce que vous Elle cuisinez, Annick. non, j'adore ça, mais ma mère était quelqu'un qui travaillait à 6 heures du matin, qui commençait d'abord quand elle est arrivée en France, elle s'est retrouvée coupeuse alors qu'elle avait une société en Tunisie. Elle travaillait dans le tissu, oui, elle était, styliste, enfin elle avait une société de mode et avec mon père qui s'appelait Lucrèce et quand, ils sont arrivés, lui s'est retrouvé magasinier et elle, coupeuse, donc il travaillait de 6 heures du matin à 8 heures du soir, qui fait que non, non, c'était pas une mère au foyer, non. Vous dites qu'elle parlait beaucoup en proverbes, lesquels vous vous souvenez? Par exemple, on ne parle aux gens que leur langage, c'est-à-dire si quelqu'un vous parle méchamment, vous répondez méchamment. Si quelqu'un vous parle gentil, vous répondez gentil. Enfin, je veux dire, elle avait des phrases comme ça, je sais pas, ouais. Et puis quand elle cousait, parce qu'elle avait un talent fou pour faire des collections de mode, et quand elle coupait une robe pour moi, avec le ciseau, elle disait Mabrouk. Comment, sa vie a influencé vos engagements et vos œuvres? Bah, c'est-à-dire que quand on est arrivé ma sœur avait des problèmes de santé, donc elle passait beaucoup de temps, aussi à l'hôpital avec elle. Elle a des problèmes elle était souvent à l'hôpital Saint-Louis. Donc, elle s'est pas beaucoup occupée de moi, ni mon père. Ils m'ont pas donné de projet, donc je m'en suis créée moi-même et j'ai décidé, d'être, styliste de mode. J'ai commencé à dessiner et j'ai fait ma première collection à l'âge de 13 ans et c'est à ce moment-là que j'ai dit: «Voilà ce que je serai» et comme j'ai vu que ça intéressait pas grand monde et ben, j'ai changé. Après j'ai dit: «Non, je vais faire les beaux-arts». Ça n'a pas non plus intéressé donc voilà, je me suis toujours construite des projets seule. Bon, votre mère, c'était donc une femme libre, une femme qui a eu plusieurs vies, puisqu'elle a vécu aussi dans un kibboutz. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis de cette expérience collective? Alors, en fait, son histoire, c'est elle a vécu dans un kibboutz tout à fait par hasard puisqu'elle a retrouvé son amour de jeunesse et qu'elle l'a revu, 55 ans après l'avoir connu, puisque c'était un guide qui était venu en Tunisie pour ramener des jeunes en Israël et c'est ce qui a fait l'objet d'ailleurs d'une nuit à Carthage. Je vous en parle pas parce qu'il est plus en vente donc ce livre, mais Vélin, il est de la Carthage, le voilà. Mais il est au musée de Philadelphie, Weizmann, il a été très, très enfin, ça a été une personnalité mais pourquoi elle a vécu au kibboutz, vous me demandiez? C'est bon, elle a vécu avec, cet homme qu'elle a retrouvé tellement d'années. La vie communautaire, ça a pas été vraiment ce qu'elle a aimé le plus, mais comme, cet homme, c'est ce qu'elle a aimé le plus. Vous la trouviez heureuse lorsqu'elle était là-bas? Elle était heureuse d'être avec l'homme qu'elle aimait. C'était surtout ça et puis bon, elle essayait de commencer à apprendre l'hébreu, mais elle avait 70 ans, donc c'était compliqué, c'était pas si simple, mais elle a eu plein de vies et puis elle a toujours été, vaillante. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui, votre mère, de la femme que vous êtes devenue? Elle a toujours été contente, je pense, de ce que quoi que je fasse, quoi que fasse ma sœur, elle trouvait toujours que c'était bien. que c'était bien. Quelle phrase ne vous quitte jamais de ce qu'elle vous a dit? Bah, la phrase que je s'est dit: «On parle aux gens leur langage», c'est, c'est vraiment la phrase dont je me souviens le plus parce que, j'ai toujours considéré qu'on ne devait pas, heu, baisser la tête devant quelqu'un qui vous méprise et être méchant avec quelqu'un qui vous veut du bien. On va parler de la mort de votre sœur Monica, qui évidemment vous a beaucoup marqué. Ça a été une rupture, hein, une vraie rupture. Et que s'est-il passé? Ben, elle est partie pour accoucher, elle avait 30 ans et on attendait en bas sur la pelouse et puis, j'ai entendu quelqu'un dire, «L'utérus est lâché». Puis,
Puis après, elle est partie en réanimation et puis elle est partie. Et donc, moi, j'ai refusé les codes du deuil, mais j'ai compris que j'étais en train de perdre un petit peu la raison. Donc, parce que c'était ma grande sœur et c'était elle qui m'avait tout appris. J'étais rien sans elle, en fait. C'était. D'ailleurs, vous parlez de cette histoire dans ce livre, Comment j'ai échappé au malheur. Vous racontez. J'y ai échappé pendant 2 ans, mais comment vous avez fait? Ouais, j'y ai échappé 1 an, en fait. J'ai refusé totalement d'entendre parler de ça. J'avais un Walkman et un jour, j'ai entendu une chanson de Goldman qui s'appelait Confidentiel, où on parle de tu resteras une petite lumière qui fera comme un feu de bois Maintenant, j'ai oublié les paroles, mais j'ai tellement écouté cette chanson. Et tout à coup, je suis descendue de chez moi et Goldman était en bas de chez moi. Alors là, ça fait fou. Et on atterrit sur quelque chose de fou. Oui, il était là. Et je l'ai vu 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce qu'il m'invite à dîner. Comment on survit finalement à une perte aussi brute? On survit pas. On survit pas. Personne ne sait comment les gens survivent à un truc pareil. Ma mère, elle a survécu pour moi. Et je me suis dit, tiens, voilà, en tout cas, j'avais une raison de venir au monde, en tout cas, parce qu'au moins ma mère a pu survivre. Mon père, qui avait son côté, il était marié ailleurs, survécu. Moi, j'ai survécu Pour votre fille? quand ma fille est née. Oui. Ma fille Sacha, quand elle est née, ce jour-là, j'ai oublié mon Walkman et j'ai pas oublié, ma sœur, je l'ai pas oublié, mais j'ai oublié Cet immobilisme-là que vous avez vécu, justement ce silence ce silence dans ma laissé tête. par l'absence. Est-ce que c'est ça le moteur de votre écriture? Je crois que j'aurais jamais écrit si j'avais pas perdu ma sœur. Je pense que je pourrais écrire jusqu'à la fin des temps. Ça ne le racontera pas. Mais de toute façon, une douleur pareille, ça fait pas mal du tout, hein. Moi, j'ai pas eu mal, hein. C'est comme quand on vous coupe en deux, je suis sûre qu'on sent rien. J'ai pas mal, ça fait pas mal du tout. Je vous ai pas embêté dans l'émission, là, à 10 ans d'être triste. Non, pas du tout, au contraire. Non, mais On est dans quelque chose de très profond. non, c'est que ça fait pas mal, j'ai pas eu mal. Et voilà, mais c'est vrai que j'aurais jamais écrit si j'avais pas perdu ma sœur, parce que moi, je voulais vraiment, c'était les beaux-arts, c'était le cinéma, c'était ça, c'était pas du tout l'écriture. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Ces chansons, qu'est-ce qu'elles vous ont amené à ce moment-là? À ce moment-là, c'est que tout d'un coup, mon chagrin avait un visage. Parce que le chagrin, c'est très abstrait, en fait. Ça veut rien dire, un chagrin. Ah, t'as du chagrin, c'est quoi? Je sais pas, c'est un nuage dans ta tête, c'est quoi? Non, un chagrin, c'est rien. C'est juste une douleur qui se voit pas, invisible. Et c'est même pas une douleur parce que ça fait même pas mal en plus. Donc, comment on fait pour définir ça? Et si on définit pas, on s'en sort pas. Et tout d'un coup, ce visage de Goldman, qui était jeune à l'époque, puisque c'était la fin des années 80, c'était une star. Et c'est pas du tout parce que c'était une star, en plus je l'aimais pas particulièrement. Et c'est que tout d'un coup, mon chagrin a eu un visage. Et avec ce visage, j'ai suivi ce visage sans le suivre jamais, puisque c'est lui qui venait à moi tout le temps. Alors justement, vous l'avez rencontré en bas de chez vous, vous l'avez dit tout à l'heure. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous je l'ai rencontré, non pas du tout. Vous lui avez parlé? Pas du tout. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Il y a Norbert Bensoussan, que vous avez connu d'ailleurs, qui me l'a présenté un jour et qui lui a dit, tu sais, elle s'appelle Annick, c'est ma cousine. Il l'a regardé, je lui ai dit, mais c'est une longue histoire, c'est une longue histoire. Il comprenait pas pourquoi il me rencontrait tout le temps. Oui. Mais il voyait bien que je le suivais pas. J'étais toujours avant lui. Et cette musique, est-ce qu'elle a été plus salvatrice pour vous Que la littérature? Je pense que la musique, pour moi, c'est une personne. C'est-à-dire que la musique, là, par exemple, en ce moment, j'écoute Bob Dylan non-stop. Je veux dire que sans la musique, je pense que je n'aurais aucune raison d'aimer quoi que ce soit. Ah oui. Et cette playlist que vous écoutiez, notamment avec Goldman, vous continuez d'écouter aujourd'hui? Non. Terminé? J'ai arrêté. Non, j'ai arrêté 1 an après. J'ai vécu sous une... Et ça, je peux l'assurer. Ça, je peux dire aux gens qui se posent des questions sur la mort que moi, quand j'ai perdu ma sœur, j'étais protégée, sous protection totale, comme avec des gardes du corps pendant 1 an. Et je sais que c'est ma sœur, je le sais. Et à la fin, quand il m'a invité à dîner, Goldman, c'est incroyable que dans ces années-là, en plus, c'est quelqu'un de particulièrement pas agréable, je veux dire, pas affectueux, une quoi que ce soit.
qui m'invite à dîner parce que lui aussi s'est posé la question. Lui aussi, il comprenait pas. Et ce dîner, comment il s'est passé? Il voulait comprendre pourquoi. Il me disait, mais je sais que vous me filez pas. Je sais, puisqu'on s'est rencontrés dans les toilettes à Troyes, dans une brasserie. Il m'a dit, je sais que vous... Non, c'était quoi? C'était des destins croisés? À un moment donné de votre vie? Non, mais même lui comprenait pas d'ailleurs. Et je me permettrai pas de dire, parce qu'il est vivant, de mentir. Il ne comprenait pas. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ma vie? Et je lui ai dit, j'ai eu mais une bêtise incroyable. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes le frère de Pierre Goldman? C'était la seule question qu'il fallait pas lui poser. Vous me connaissez, Valérie? Je l'ai posée. Les pieds dans le plat? Voilà. Alors, il n'était pas content du Non, tout? il était pas content. Mais il a continué il me regardait, il continuait à me répéter sans arrêt, mais pourquoi est-ce que je vous rencontre? Et je lui ai dit, parce que vous devez, je sais pas, sinon je serais pas là, je vous parlerai pas. Et j'étais très jeune à l'époque. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'écriture, ce début, cette envie d'écrire. Est-ce que c'est né finalement du manque de votre sœur, ou bien du trop-plein à supporter? Non, c'est qu'on peut pas, il y a des choses, c'est là où je me pose des questions sur Dieu. Je me dis, mais jusqu'où est-ce qu'il pense qu'on peut supporter? Alors, il y a des gens dans des religions qui disent, Dieu ne vous envoie que ce que vous pouvez supporter. Mais qui lui a dit que moi, j'aurais pu supporter ça? Mais comment il peut envisager que moi, je pouvais supporter la personne qui m'a pratiquement élevée, de la voir partir? Il n'y avait aucune raison que je supporte ça. Et vous l'avez supporté? Et je l'ai supporté. Et c'était thérapeutique, cette écriture? Au début, non. Et j'avais écrit le premier livre, ça s'appelait Quelqu'un d'obligatoire. Et c'est ça qu'a lu Arthur Comte. Et je me suis rendu compte que de vouloir être écrivain alors que j'ai jamais voulu l'être, ça m'a donné une idée. Et vos sujets, vous les choisissez comment? C'est toujours des choses que j'ai vues. Alors les gens me disent, mais c'est pas incroyable la mémoire que t'auras jamais Alzheimer et tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec Alzheimer parce qu'à mon avis, au contraire, mais moi je me rappelle de tout. En fait, je me rends compte que je suis née écrivain. Parce que depuis l'enfance, je dis à des cousins qui m'ont pas vue depuis 30 ans, oui, je me souviens que tu jouais au ballon dans cet endroit. Je me souviens que tu avais cette chose-là, que tu avais une robe jaune et que tu m'as C'est une mémoire incroyable. Mais non, c'est pas ça. C'est que c'est pas une mémoire. Je regardais tout le monde. Je parlais très peu, ce qui est différent de maintenant. Mais je regardais tout le monde. J'étais un petit scanner, un petit drone. Et vous écrivez souvent sur les figures féminines? Alors, les figures féminines, oui. Il y a des femmes qui m'ont beaucoup fascinée. J'aime bien les artistes. Pendant un moment, j'étais assez fascinée par Marguerite Duras, par son obsession, son écriture et tout ça. Puis je l'ai relue dernièrement, j'ai dit non, finalement, c'était pas si terrible que ça. Mais il y a des gens qui me fascinent. J'aime les gens qui aiment alors la vie, qui sourient à la vie. Une fois, j'avais vu Carla Bruni, rue des Saints-Pères, et j'ai dit, c'est incroyable comme elle est souriante. Et de voir les gens heureux, j'adore les femmes heureuses. Vos livres, Annick Perret, sont très personnels, mais ils ne sont jamais plaintifs. Comment vous trouvez la justesse de ces mots? Parce que je sais pas, je crois que c'est pas du tout photogénique de se plaindre. Par écrit encore plus. Et en plus, je raconte des histoires à chaque fois. Quelle est la part de réel dans vos romans et la part de fiction? Énormément de réel parce que la différence entre un romancier et un écrivain, c'est ça, c'est qu'un roman va plutôt raconter une histoire inventée, un écrivain va écrire toujours le même mur. Oui. Et évidemment, je parle pas de ma sœur, j'ai écrit 10 romans, je parle pas de ma sœur dans les 10 romans, mais dans les 10 romans, il y a une page qui lui est consacrée. Ouais. Et on va parler de la peinture. La peinture, elle est arrivée quand dans votre vie? À peu près au même moment. Oui. À peu près au même moment. Déjà parce que j'avais fait les beaux-arts. Et alors, en tant que femme, je peux vous dire que dans ces années-là, à l'école des beaux-arts, enfin moi notamment, parce que j'arrivais peut-être avec des petites robes trop mignonnes et tout, et qu'ils étaient tous un peu comme ça, avec le shit et tout ça. Donc c'était pas une grande considération pour les femmes aux Beaux-Arts
à fin des années 80. Ah ouais, mi-80, oh là là, c'est Vous avez dû vous battre plus que les autres? je passais mon temps dans la cour, j'étais vraiment, j'étais pas très considérée, Oui. parce que les femmes, les jeunes filles qui faisaient les beaux-arts, c'était pas courant. Et Maintenant plus peut-être. et dans la peinture, ce que vous dites sur vos toiles, est-ce que finalement, c'est en complément de ce que vous dites avec les mots? Je pense que ma peinture est plutôt décorative et que mes mots le sont. Peut-être aussi parce qu'il y a une certaine musique dans mes mots et je crois que si quelque chose n'est pas beau, n'est pas joli à l'oreille ou à la vue, ça m'intéresse On pas. peut dire que vos œuvres, et puis vos livres parlent ensemble? Bah ouais, ils peuvent parler ensemble s'ils ont quelque chose à se dire, oui. Oui. Quels sont vos projets, Annick-Thérèse? Ben là, j'ai écrit donc la suite, le tome 2 de Une nuit à Carthage. Euh, et, euh, et bon, j'envisage. Mes toiles sont exposées avenue Victor Hugo, 169, Oui. chez Massenet by Lina, ça s'appelle. Et sinon, je travaille en écrivant tout le temps, en ayant trop de toiles à la maison, parce que j'avais un atelier à l'époque rue du Cherche-Midi que j'ai plus, donc maintenant il y en a partout. Merci beaucoup, Annick Pérez, d'être venue aujourd'hui. Merci pour votre parole lumineuse. Vous avez parlé de l'enfance comme d'un territoire de mémoire, de la perte comme d'une blessure qui crée l'œuvre et de l'art comme d'un langage finalement de survie. Dans chaque livre, chaque tableau, vous rendez hommage aux disparus et vous faites exister les absents. Ce que vous offrez, c'est une forme de réparation, une force douce mais indestructible. Et à travers votre parcours, eh bien, on se rend compte que ce sont d'autres femmes que vous éclairez, celles qui tiennent debout malgré tout, qui créent pour ne pas sombrer et qui écrivent pour ne pas oublier. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment dans Destin de femme. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci à vous. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.